je conseille systématiquement aux veilleuses d'écrire une lettre à leur enfant intérieur. Mais il y a des révélations folles, des mémoires traumatiques qui se réveillent et un sentiment immédiat d'avoir comblé quelque chose à l'intérieur. Tu pardonnes à l'adulte que tu as été d'avoir délaissé cet enfant et du coup tu es en accord avec toi-même. Mais c'est pas pour rien qu'on appelle ça les veilleuses, c'est une petite lumière. C'est une petite lumière à l'intérieur que tu rallumes. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Dans la première partie, Sarah nous a raconté son histoire. On a parlé de relations toxiques, de violences conjugales, de sidération, et puis on a senti le basculement, une autre énergie. Des mantras, de la méditation, la spiritualité, les vies antérieures, et cette révélation capitale que tu nous as laissée en suspens, frustrante au possible, faut dire ce qui est. Alors maintenant, on reprend là où on en était. Parce qu'on veut aussi comprendre ce qu'elle a fait de cette histoire, comment elle en a fait une lumière pour d'autres. Sarah, tu as fondé l'association 125 et après, dans la foulée de ton livre 125 et des milliers, publié le 8 mars 2023, 125 femmes par an tuées sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons. Ce chiffre est devenu un cri de ralliement. Dans ce livre, 125 voix prennent la plume pour dire non à l'emprise, au silence, à l'indifférence et pour en finir avec les schémas qui mènent au féminicide. De là est née la communauté des veilleuses. Un programme, une philosophie, un engagement fort et simple. Je ne te promets pas de te sauver, je te promets de t'aider à trouver l'énergie du départ. Les veilleuses pour sevrer l'attachement toxique comme on décroche d'une addiction avec un programme en 12 actions inspiré des groupes de soutien comme les AA, les alcooliques anonymes. Parce que oui, l'emprise est une dépendance nourrie par l'épuisement, la sidération, la peur du vide et il faut une force immense pour en sortir ou juste une main, une présence, une veilleuse. Avec toi, Sarah, on va parler de dépendance affective comme d'un sevrage, de reconstruction et d'entraide et surtout de lumière. Rebonjour Sarah. Rebonjour. Je suis ravie de te recevoir. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de ce podcast. Donc, je tiens à préciser que ça veut dire que tu es quelqu'un d'assez exceptionnel. Ou toi, bref, c'est la rencontre de la lumière. C'est vrai, nous sommes rayonnement. Alors, tu nous as laissé, je ne sais pas si tu t'en souviens, avec une révélation. Tu nous as un peu parlé de cet échange énergétique en fait entre la victime et le bourreau et que tu avais eu une révélation par le biais d'hypnose transgénérationnelle ou en tout cas de vie antérieure. Il y a un moment donné, je ne comprenais pas pourquoi j'étais comme accrochée à cette personne. Il y avait presque une force qui m'attachait à lui. Et pourtant, consciemment, j'avais déjà beaucoup travaillé avec ma psychiatre. Je savais que ça n'allait pas. Je savais que je n'étais pas heureuse. Je savais qu'autre chose était possible. Mais tout ça, c'est du conscient. Au niveau de l'inconscient, je faisais j'étais suivie par une psychiatre. Donc, j'avais quand même accès à mes rêves. Je commençais à creuser cette rencontre avec mon inconscient. Et là non plus, je ne comprenais pas pourquoi. Je n'arrivais pas à dépasser tout ça. Et donc, je me suis dit, il y a autre chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a autre chose. Et j'avais l'impression que ça venait d'ailleurs. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je creuse là aussi, à cet endroit-là, cet ailleurs que je ne savais pas trop comment appeler à ce moment-là. Avec tout ce que ça implique. Déjà, je me considérais comme un peu tarée d'une manière générale. Subir ce que je subissais depuis 10 ans, ma seule explication, c'était que j'étais folle, effectivement. Et ça tombait bien, puisque c'était ce que le père de ma fille me reprochait toute la journée. Donc, quitte à aller vers la folie, en tout cas ce que je considérais être, comme beaucoup de personnes, de la folie, je me suis dit, je vais m'ouvrir à d'autres formes de spiritualité. Et je faisais déjà un peu de yoga. Donc, j'étais familière du fait qu'on peut se réincarner, du fait que en Inde, il y a l'acceptation du système de caste parce que l'on a conscience, en tout cas on vit avec cet état d'esprit que on prépare ici et maintenant
l'après. On prépare à soigner un karma, soigner quelque chose que l'on doit soigner dans cette vie pour améliorer la suivante. Et c'est ce qui fait qu'on accepte parfois des conditions difficiles. Tu veux dire les castes, ça fait sens d'un coup, parce que c'est vrai que souvent on a envie de croire en quelque chose et on se dit mais avec la misère du monde, les guerres, les gens qui souffrent, et du coup ça nous donne une excuse pour ne plus y croire en fait. Moi ça a été longtemps mon cas et je commence à penser un peu comme toi, et c'est-à-dire que c'est ça que tu es en train de dire, qu'en fait on peut s'incarner parfois juste pour une tâche précise qui est celle d'être pauvre, d'être dans la guerre, d'être le bourreau aussi parfois. Exactement. Tu t'incarnes pour une tâche qui est censée t'apprendre quelque chose pour après. Exactement. Et ça, c'est pour le commun des mortels, mais en Inde, il y a carrément, c'est officiel, il y a un système de caste avec des personnes qui, toute leur vie, n'auront pas accès à l'éducation, n'auront pas accès à autre chose que les humiliations quotidiennes. Et dans cette vie-là. Voilà. Et puis finalement, ils l'acceptent parce qu'ils se disent, oui, mais c'est la condition pour avoir autre chose à la vie suivante. Ce qui, nous paraît dingue en Occident. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des milliards de personnes qui pensent comme ça. Donc, c'est pas rien, en fait. Et ça leur permet de sourire aussi. Ça leur permet de sourire, ça leur permet d'accepter. Notre problème à nous, c'est qu'on est sans cesse dans la projection de ce qu'on espère, de ce qu'on veut, de nos projets, etc. On n'est pas du tout dans l'ici, maintenant, dans l'acceptation de ce qu'on vit. Puisqu'on est sans cesse dans l'après ou dans le regret. C'est-à-dire qu'on est avant, après, on n'est pas là. Et voilà, moi, je savais que toute ma vie a été jalonnée de contrariété vis-à-vis de la maternité. Donc, je me suis dit, il y a forcément un truc à régler par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais c'est des choses qu'on dit. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans une autre vie ? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à avoir d'enfants, que je passe mon temps à choisir des hommes qui n'en veulent pas, finalement ? Tu nous avais raconté que tu avais subi 2 avortements. 2 avortements, une fausse couche, et qu'en fait, à chaque fois, c'était le même schéma. Que j'étais finalement avec des hommes qui ne voulaient pas d'enfants, voire qui n'en voulaient pas avec moi. Donc, qu'est-ce qui fait que je vais vers ces hommes-là si j'arrive pas à le justifier de manière rationnelle ici. Donc voilà, je me suis intéressée à toutes ces questions. Je suis allée explorer. Et encore une fois, on juge beaucoup en Occident. Sauf que ce sont, encore une fois, des milliards de personnes qui pensent comme ça et qui conditionnent leur vie par rapport à ça. C'est pas rien à l'échelle de l'humanité. C'est-à-dire que la majorité des personnes sur cette terre ont compris ça et vivent en fonction de ça. Donc ça libère quand même une énergie. Quand on commence à l'approcher, on se dit « Ouh, ça vibre par ici ». Et donc voilà, j'ai commencé à m'intéresser aux vies passées. J'ai commencé à m'intéresser à ce travail intérieur. Et c'est vrai qu'en France, en tout cas, on parle de savoir, on parle de connaissance pour décréter ce qui est juste, pas juste. Sauf que quand j'ai fait ma première régression, en fait, c'est là. Régression dans une vie antérieure. Régression dans une vie intérieure, c'est tout le processus qui fait que on plonge en soi ou au-dessus de soi. Enfin, je ne sais pas vraiment où c'est finalement avec le temps, puisque lorsqu'on s'intéresse à l'énergie, on se rend compte qu'on n'a pas un seul corps, on en a plusieurs, qu'il y a des corps énergétiques, qu'il y a des corps spirituels, et que c'est ça qu'on appelle l'aura. Quand on dit que quelqu'un arrive quelque part et il dégage quelque chose, il dégage une lumière. En fait, c'est tout simplement qu'il a réveillé les différentes couches de ses corps et qu'il accepte cette énergie qui émane de lui et qu'il la développe. Il ou elle. En tout cas, voilà, ça m'a fascinée. Et surtout, ça a été fruit d'un énorme espoir parce que je me suis dit, j'ai l'impression de crier dans des ruines. Là, je vais crier pour réveiller mon énergie. Je vais crier pour que ça dégage une onde, une vibration. Voilà. Et si possible, que ce soit la mienne, histoire que ça me réveille un peu. Parce que sauver le monde, en fait, ça veut rien dire. Ce qu'on te demande, c'est de te sauver toi. De comprendre pourquoi tu es là. D'arrêter de vouloir sauver tout le monde. C'est que déjà, essaye de ne pas être un poids pour les autres en te sauvant toi-même. Ce sera déjà pas mal. Déjà, essaye de ne pas être un poids pour toi. De pas être un poids pour Parce toi. Que ça, je pense qu'on s'incarne dans un corps aussi physique et lourd pour être un poids. Et ce poids-là, c'est la voix, en fait. C'est ça qui fait que là où on sent que c'est lourd à porter, ça veut dire que c'est là qu'il faut travailler. Exactement. Et j'ai fait une première régression où j'ai effectivement compris beaucoup de choses.
Et j'avoue que j'étais encore un peu dubitative à la fin de cette première expérience parce que c'était tellement facile d'y avoir accès. C'est-à-dire que moi, j'ai paniqué. J'avais ce rendez-vous qui était pris par des personnes de confiance, des gens, des vrais soignants en fait, des médecins qui m'avaient indiqué cette personne. En l'occurrence, ma psychiatre, elle a beaucoup exploré tout ça. Elle a fait sa thèse de médecine sur les soins palliatifs. Elle a accompagné pendant 10 ans des personnes qui étaient sur le passage. Et pour elle, ça a été impossible de croire en une médecine cartésienne après ça. Elle m'a toujours dit, j'ai vu trop de choses. J'ai vu trop de personnes venues chercher des mourants. Enfin, elle me dit, je pouvais plus continuer en tant que psychiatre normale, entre guillemets, après avoir passé 10 ans dans des services de soins palliatifs à accompagner les personnes dans le passage. C'était Christophe Fauré aussi qui fait ça. C'est un psychiatre qui est en soins palliatifs et qui raconte à quel point le nombre de gens qui vont mourir disent la même chose, qu'ils voient toujours quelqu'un venir les chercher, déjà. Et quand ça se passe pas comme ça, c'est compliqué. Exactement. Voilà. C'est souvent un proche. Moi, j'ai d'ailleurs le souvenir de mon grand-père. À l'époque, je ne pensais pas une seconde que ça pouvait être ça. Je pensais que c'était la morphine. Mais il n'arrêtait pas de voir son frère. Et qu'il était là, dans la pièce, dans le coin de la pièce. Il lui parlait. Et on disait, bon, il délire. Et aujourd'hui, on sait très bien que c'est son frère qui est venu le chercher. Enfin, pour moi, mais même zéro doute. En fait, c'est toujours pareil, quand on te le raconte comme ça fait un peu les vieilles émissions de machin, mais... Parce qu'ils ont voulu mettre ça comme ça, de surnaturel, de paranormal, les émissions qu'on avait sur TF1, avec le channeling et tout, mais aujourd'hui, on a des millions de médiums qui canalisent des anges, des défunts, donc aujourd'hui, pour moi, il n'y a même plus rien à prouver. Moi non plus, en réalité. Et j'invite finalement les personnes qui doutent à faire l'expérience, parce que il y a beaucoup de choses qui prennent une signification tellement concrète. Oui, justement. Par exemple, pour dire à quel point c'est concret, c'est-à-dire que j'étais dubitative, sauf que lors de ma première régression, j'ai parlé russe. Je n'ai jamais appris le russe. J'ai un enregistrement de moi qui dit des mots en russe et qui essaye de parler français avec un accent russe que je suis incapable de refaire. Mais incapable. Je sais pas faire ça. Donc je parle russe, c'était l'époque où j'espérais, je savais pas s'il fallait que je me bagarre encore pour continuer à écrire des livres, à continuer à écrire, c'était très difficile. Moi j'ai mis très longtemps à être éditée, en plus le père de ma fille était assez contre le fait que je sois exposée médiatiquement, que je raconte des choses dans des livres. Enfin je vais pas refaire tout le contexte de violence, mais voilà, c'était compliqué l'exposition pour moi. Et en fait, j'ai tout de suite dit un nom de la personne que j'étais. Et en fait, j'écrivais des textes politiques qui avaient influencé le moment de la révolution russe. Enfin, je sais que ça peut paraître fou, mais que j'avais fini par être arrêtée et qu'on m'avait empoisonnée. Et en fait, j'explique tout ça et je me mets à étouffer, à avoir mal à la gorge. Et en fait, pendant des années, moi j'en avais parlé ici, j'avais eu une addiction à la nourriture, j'avais vomi des années et je comprenais pas ce qui passait pas. Ce qui était bloqué dans ma gorge, comme si je voulais absolument me faire mal à la gorge pour sentir que j'étais là. Et en fait, quand je me rends compte que je suis morte pour mes écrits dans une autre vie, qu'on m'a empoisonnée et que la brûlure de la gorge revient en 5 minutes allongée sur un fauteuil, que j'ai l'enregistrement, que je me le repasse, que dans cette vie, je culpabilise aussi d'avoir écrit parce que ça m'a obligée à abandonner ma famille, que du coup j'ai laissé une femme, une petite fille, et que l'homme avec qui je suis dans cette vie-là était ma petite fille dans une autre vie. Enfin, après, j'ai bien conscience que là, je vais peut-être me faire des ennemis ou je sais pas quoi. On a besoin de ça. Et je me dis, mais je comprends un truc qui m'attache à lui. J'ai une culpabilité. Et pourquoi j'essaye de le protéger comme une maman ? Pourquoi je me dis que j'ai pas le droit de l'abandonner alors qu'il me traite comme de la merde ? Mais ça se joue ailleurs. C'est un lien karmique. C'est un lien karmique. Écoute, de toute façon, je pense pas que tu vas te faire des ennemis. Je pense qu'à la limite, les gens peuvent juste se questionner, mais
Mais ça fait tellement sens et surtout, ça permet aussi de valider un sens aussi à nos vies, quoi, à nos existences. Tout est fou, qui en sont fait. tellement vides. Voilà. Dans ce podcast Contradiction, on parle que de ça, de vide et de sens et d'absence et de quête. Et pour moi, l'éveil, c'est une soif d'infini à l'intérieur de soi. Je pense qu'on est totalement vide. Et quand tu vas faire ça, bon, d'abord, on veut le nom de cette personne. Et quand tu vas retrouver tout ça, c'est-à-dire que vraiment, en plus, le corps, on te dit qu'il est scindé en deux. Il y a la matière en bas, ça se coupe à la gorge, et après, tu as le spirituel. Et c'est-à-dire que tant que tu passes pas cette étape-là de la gorge, donc ce chakra-là de la gorge, Vishuddha, pour être précise, tu peux pas, c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit aussi dans la Bible, au début était le verbe, à partir du moment où tu peux t'exprimer, tu passes de l'autre côté. Maintenant, c'est tes risques et périls. Voilà, et d'ailleurs, c'est même lié à la magie, puisque ça, en hébreu, c'est aboré-kedaber, et c'est ce qui est dérivé vers le mot abracadabra. C'est-à-dire que la magie, c'est ça, c'est de verbaliser. Oh, j'aime quand on apprend comme ça. Non, mais c'est fou. Franchement, moi, j'aime ça. Voilà, c'est pour ça que je fais ce podcast. C'est incroyable. Parce qu'il n'y a pas que la drogue dans la vie, merde. Mais non, mais c'est pour ça que tout est lié. Au commencement était le verbe, en réalité, c'est partout. Oui. C'est ça qu'on appelle le structuralisme, finalement. C'est qu'est-ce qui nous habite tous, quelle que soit notre spiritualité. Et voilà, la magie, c'est de dépasser ça. Alors, qu'est-ce que tu fais de ça, en fait, à partir du moment où tu sais que lui, ça a été ta fille, moi, j'y crois à fond, tu le protèges, tu as une tâche ici qui est quoi ? C'est quoi ta tâche ? C'est de réparer quoi ? J'en parle beaucoup avec ma psy à ce moment-là, parce que je comprends pas. Justement, je suis paumée. Je me dis, mais alors, je dois faire quoi ? Et là, je comprends que c'est ça que je dois réparer ici, que je ne suis plus sa mère dans cette vie-là. Que moi, j'ai une mission d'être ma propre mère et d'avoir ma propre fille dans cette vie qui soit une fille. Et lui, de le détacher aussi, parce que c'est toujours un lien. C'est-à-dire que lui ne peut pas avoir une vie d'homme épanouie s'il y a un lien énergétique de petite fille qui cherche sa maman. Donc, voilà. Et encore une fois, je ne sais toujours pas. Moi, j'ai ma conviction. Mais pour les personnes qui pensent que c'est le fruit de l'imagination et que c'est l'inconscient, ça ne me pose pas de problème que l'on pense ça. Pourquoi pas ? La question est, comment mon inconscient parvient à mettre en place ces éléments ? Qu'est-ce que je dois en comprendre ? Et c'est toujours pareil, on ne sait pas où commence le mythe et où la réalité, où la personne s'adapte au mythe. Moi, j'aime beaucoup cette histoire. Encore une fois, bon, je suis pas du tout religieuse, mais je suis très juive. Et pendant des années, il y avait une mythologie comme ça parmi les Juifs éthiopiens, qu'un jour, ils seraient libérés par un grand oiseau blanc. Voilà. Les falachas. Oui, les falachas. Et lorsque les Israéliens sont venus en tant qu'armée chercher les Éthiopiens chez eux pour les ramener en Israël, il y a des spécialistes qui leur ont dit ils ne viendront pas, ils ne penseront pas qu'ils seront libérés si vous arrivez avec des avions de l'armée. Wow. Et spécialement pour cette mission, ils ont pris des avions blancs pour qu'on croie à un grand oiseau blanc. Ça m'émeut beaucoup. Et du coup, les Éthiopiens sont partis. Alors, où commence le mythe ? On sait bien que c'est un avion. Non, mais tu vois ce que j'ai. On sait bien que c'est un avion. Alors, les gens très rationnels diront bah non, c'est juste un avion blanc comme la plupart des avions civils. Oui, mais ils se sont quand même adaptés au mythe. Donc, qu'est-ce qui compte en fait ? Voilà. Donc, en fait, ce qui compte, c'est que c'est ce qui marche, ça compte. Voilà. Surtout en termes de souffrance et d'addiction, ce qui fonctionne, il faut s'en servir et ça sera jamais la même chose pour personne, quoi. Donc là, tu as commencé à travailler avec J'ai commencé à travailler là-dessus et puis surtout, je suis repartie avec un cadeau de la régression parce que ça se passe toujours comme ça. On te demande si tu vois ton guide, ce qui a été mon cas, et ce que je devais rapporter de ce moment. C'était un objet, l'image d'un objet, je ne savais pas ce que c'était. À quoi ça correspondait, c'était une clé. C'était assez bête, hein, c'était une clé. Mais surtout, le fait de savoir qu'il y avait quelqu'un qui effectivement veillait sur moi, ça a changé toute ma vie. C'est-à-dire que je n'étais plus seule. C'est-à-dire que quand je doutais de tout, je n'étais plus seule. Le vide,
c'était fini. Et je pense que j'ai enfin compris ce que les croyants trouvaient. Le fait de pouvoir s'en remettre à quelqu'un, de se dire « ouais, je douille, mais ça va aller ». Ça ne veut pas dire que tout va s'arranger par miracle. Ça veut dire que le travail que j'ai à faire dans cette vie, c'est pour le bien. Et il passe par tout ça. Voilà, et ça passe par ça. Que peut-être que ma vie, ce sera de la douleur et de la souffrance, mais la personne que je dois être doit passer par là. Et en ne résistant pas, au contraire, l'acceptant et en essayant de faire tout cela mien, de trouver ma réponse à tout ça. Tu souffres moins. Tu souffres moins, voire même tu es heureux. Oui. En fait, tu peux souffrir, enfin avoir de la douleur. Moi, ça m'arrive en étant heureuse. C'est-à-dire, je suis heureuse de cette souffrance-là parce qu'elle fait partie du chemin, quoi. Et c'est exactement ça. Ce qui fait souffrir, c'est toujours la mauvaise résistance. C'est-à-dire que tu peux pas résister contre ce qui est là. Ça me fait penser dans une chanson de mon prochain spectacle, album, où je dis cette phrase, où je dis j'ai compris que résister à ce que la vie propose arrange rarement les choses. Oui, c'est exactement c'est-à-dire, ça. En fait, la résistance à tout, au changement, résister, en fait. Alors que capituler, c'est pour ça qu'on va faire le lien aussi avec le programme des alcooliques anonymes, parce que l'étape numéro 1 des AA, c'est la capitulation. Et la capitulation, elle se fait avec tout, pas qu'avec le produit, pas qu'avec la dépendance. Elle se fait aussi avec ton mental, celui qui veut résister absolument au changement, à la souffrance, qui dit non, moi, je veux pas vivre cette vie, je veux pas être cette personne, je ne veux pas souffrir. La capitulation, pour moi, c'est l'acceptation de la vulnérabilité. Voilà. Et c'est ça qui fait ta force. C'est ça qui fait ta force, parce qu'on nous construit depuis tout petit à booster notre ego, à vouloir être le meilleur, à vouloir être fort, à vouloir être résistant, alors que finalement on s'emprisonne, puisque ça fait de nous des personnes totalement hermétiques à ce qui est le quotidien des mortels, c'est-à-dire ça se passe pas comme j'avais imaginé. Jure. C'est pas vrai. Donc c'est quand même dommage, si tu veux, d'être à ce point pas préparé à ce qu'est l'existence. C'est une chance que tu as vécue et que certains vivent et que je vis aussi. Tu accompagnes des femmes qui, elles, n'ont pas forcément cette vision-là et qui sont dans une souffrance qu'elles n'acceptent pas. Il y a quelque chose d'important aussi quand tu as dit, je me suis rendu compte aussi, on dit souvent, il revient les chercher, il les lâche pas. Mais il y a aussi une chose qui est sûre, c'est nous aussi, on retourne. C'est comme on dit, mes habitudes reviennent. Non, tu vas les chercher. Donc il y a aussi cette responsabilité-là. Donc ça, c'est important aussi dans tout ce que tu vas faire après avec ces filles-là, c'est de les responsabiliser. Et ça marche exactement du même principe, c'est-à-dire que on cherche ce qu'on connaît, parce que ça nous rassure. Quelque part, moi, je suis restée des années dans cette relation très compliquée, parce que j'étais pas heureuse, mais au moins je savais à quoi m'attendre. Tout quitter, c'est le vide, c'est l'inconnu. Et donc, c'est la capitulation. Et donc, quelque part, retourner vers ce que l'on connaît, c'est ce qui est plus facile. C'est ce qui est le plus facile, parce que c'est ce qui nous rassure. Lorsque j'ai fait le livre 125 des milliers, du coup, moi j'étais évidemment très branchée sur le côté spirituel de tout ça. Enfin, je veux dire, moi, les mortes, je leur parlais. J'avais mon petit rituel pour savoir quelle personnalité allait écrire quel portrait, etc., etc. Enfin, c'était un peu perché comme expérience. Et puis, il y a eu parmi tous les experts que j'ai interrogés, Natacha Calestrémé. L'ex-femme de Stéphane Alix. Exactement. Et qui, elle, fait tout un travail autour de l'énergie. Et j'ai beaucoup parlé avec elle. Les protocoles de libération, c'est ça. Exactement. Et elle me disait, essaye de comprendre ce qui se passe en termes énergétiques. Quand quelqu'un te brutalise, peu importe la forme de violence, on dit souvent, il me vole mon énergie. Et en fait, c'est vrai. Il prend des parts de toi. On dit toujours, il m'a mise en morceaux. Il m'a laissé que des miettes de moi pour prendre le reste. Il ou elle, d'ailleurs. Oui. Mais tout ça, ce sont des images qui racontent un phénomène énergétique. Et donc, on n'est pas
ce sentiment de culpabilité où on se dit je vais retourner vers cette personne pour réparer parce qu'elle a besoin de moi, etc., etc. En fait, on est aussi à la recherche des morceaux de nous que cette personne a gardés. C'est comme si, voilà, on a un membre blanc, c'est comme ça qu'on appelle quand on est amputé, et qu'on continue d'aller le chercher, qu'on continue presque à le sentir. Si on perd un membre dans une broyeuse ou je sais pas quoi, il a disparu. Mais si c'est quelqu'un qui le garde, on a comme si on avait un radar qui nous ramène sans arrêt vers cette personne. Donc en gros, c'est pour ça qu'on retourne toujours, parce qu'énergétiquement, on sent qu'il y a un truc à nous là, qui nous permettrait d'être complète ou complet, sauf que la personne le garde. Donc soit j'arrive à me dire... Consciemment ou inconsciemment. Consciemment ou inconsciemment, bien sûr. Surtout inconsciemment d'ailleurs. Oui, elle ne sait pas qu'elle garde quelque chose à toi. Non, elle ne sait pas qu'elle a confisqué une partie de ton énergie en t'insultant, en te frappant, en te traumatisant. Il se trouve qu'énergétiquement, c'est ça. Donc, on est des personnes qui essayons de récolter les morceaux de puzzle de nous-mêmes qui ont été kidnappés par nos agresseurs. Voilà. Donc, soit on change le puzzle et on n'a plus besoin de ces morceaux-là, soit on est condamné. Tout ce que tu racontes, c'est drôle, je suis en train de lire ce livre, Dialogue avec l'ange, tout est là-dedans. Donc c'est incroyable, de Gita Malache. C'est exceptionnel cet ouvrage, mais les messages qu'elle reçoit, donc c'est celui-là, c'est tout ce qui va être fait avec l'ancien, même si tu les recolles, les miettes, tout ça, de toute façon ne sera que de l'ancien et ne pourra pas fonctionner. Il n'y a que le nouveau qui puisse marcher. Donc, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment, tu as compris que tu n'avais pas besoin d'aller chercher ces miettes-là de puzzle, tu pouvais t'en construire un nouveau. Exactement. C'est ça, et d'un coup, tu recrées ta propre énergie, c'est toi-même en autosuffisance, en fait. Et ça implique d'accepter de tout abandonner. Même si en réalité, l'essentiel reste toujours. Moi, j'écris des livres, parfois je suis persuadée que merde, c'est ce passage qu'il faut que j'écris, je m'en souviens plus. Et je me dis toujours, en fait, si tu t'en souviens pas, c'est que c'était pas essentiel. Si c'est essentiel, ça va revenir. Et c'est pareil pour la vie, en fait. Ah oui, puisque c'est l'essence, donc de toute façon, ça peut pas disparaître. Si c'est ton essence, ça va revenir. Mon moi, même si j'ai l'impression de l'abandonner de temps en temps, c'est moi. Donc, Et même cette impression-là, je pense que tu vas finalement finir par t'en défaire parce que c'est une mauvaise impression. Parce que on est là-dedans encore de se dire j'ai mal fait, enfin ce jugement-là qui est de dire le bien, le mal, ah, merde, j'ai encore merdé, ou j'ai fait ci, ou je me trouve pas belle, ou je me déteste. Mais tout ça, ça fait partie de nous et ça aussi, comme tu le disais, c'est des choses à accepter. Il n'y a que l'acceptation de soi qui nous guérit. Et je pense qu'on est là pour ça, moi, pour apprendre à s'accepter. Mais bien sûr, et puis apprendre qu'on est en mouvement et en devenir. Enfin, je veux dire, la rigidité, c'est la mort. Voilà. C'est même des ostéos qui étaient... Enfin, on en avait parlé, je crois, la dernière fois. La rigidité, c'est la mort. Le vivant, c'est le mouvement. Et on ne plante pas une graine dans un sol dur. Non. Donc, clairement, il faut assouplir tout ça. Et du coup, tu acceptes l'erreur, tu ne la vois pas comme ça. Moi, je sais que c'est pas que je suis instable, c'est que ce que je dis aujourd'hui, ça vaut avec la personne que je suis aujourd'hui, mon état de pensée d'aujourd'hui, ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui. Je n'ai pas la conviction de penser la même chose dans 20 ans. Et je pense même que je ne penserai pas la même chose dans 20 ans. Et ce que je trouve fou, c'est qu'on nous éduque à être rassurés par le contraire de ce qu'est l'humain. C'est-à-dire qu'un homme politique, par exemple, qui change d'avis en 20 ans, alors lui, il n'a pas le droit, c'est vraiment inadmissible. Mais moi, je veux dire, mais heureusement qu'on change d'avis. Moi, ce qui m'angoisse, c'est les gens qui ne changent pas d'avis. Puis le monde évolue, donc la politique, elle doit évoluer. Tu peux pas rester... Tu peux pas rester avec des idées des années 80. Enfin, bref, c'est une petite parenthèse. Oui, parce que moi, je veux qu'on parle des veilleuses, tu vois. On va y arriver, on va pas faire 3 épisodes quand même. Non, carrément pas, ça va pas être possible. Mais disons que il y a plein de questions que j'ai même plus envie de poser parce que ça paraît vraiment... trop terre à terre par rapport à tout ce que tu viens de dire. En tout cas, tu avais déjà parlé du fait que comme il avait dû être interné, enfin hospitalisé, tu avais pu te sevrer. Oui. Donc, il y a une idée de sevrage qui est très importante. Les femmes ne peuvent pas s'en sortir s'il n'y a pas un temps de sevrage. En fait, tant que tu as le nez dedans et que tu es prisonnière de ta drogue, comme tu peux l'être de ta bouteille, etc., tu ne vois pas ce qui se passe. Tu ne vois pas à quel point ça t'impacte. Tu vois même pas ton épuisement. Tu vois même pas l'état dans lequel t'es. Puisque tu te vois
à travers le prisme de la personne que tu dois être pour avoir la paix. À travers le prisme de ce que cette personne qui te combat dans l'intimité attend de toi. Donc, c'est pas toi. Et c'est drôle parce que toutes les victimes avec lesquelles je parle me parlent de cette nouvelle personne qu'elles sont, quelques jours après, regoutées à la liberté. Et tu vois, avant-hier, j'ai une jeune femme qui m'a fait un soin énergétique, qui voulait me l'offrir absolument. Je dis, maintenant, j'accepte les cadeaux. Et elle me disait, oui, c'est fou, moi, quand je suis partie, j'ai mis 1 an à cacher quelques pulls, quelques objets, ça, et je me disais, ça, je l'ai sauvé, ça, je l'ai sauvé, ça, je l'ai sauvé. Voilà, elle a mis dans un garde-meuble pendant 1 an, une cuillère par-ci, une assiette par-là, un vase, machin. Et elle me disait, la première fois que je me suis rendu compte, j'étais avec une amie, je me suis écroulée sans pouvoir respirer dans la rue. Et elle a eu peur que j'ai eu envie de retourner. Et je lui ai dit, non, tu te rends pas compte, c'est la première fois que je peux sortir sans répondre à mon téléphone, sans avoir peur d'être appelée. Voilà. Et donc, c'est bien qu'il y a un lien constant, une attache constante. Et c'est ça, la dépendance. C'est ce truc de je dois tout prévoir en fonction de ça. Je dois tout prévoir pour être sûre que je vais avoir la possibilité de fumer une cigarette. C'est-à-dire quelqu'un dans l'avion qui fume, il va penser pendant tout le trajet à la pause clope, la pause clope, la pause clope, la pause... Et bien, quelqu'un qui est dans une relation affective c'est toxique, comme être dans un avion où tu as le droit de rien. C'est quand même dans un avion et où tu vas te dire ok, là, il faut que je réponde, là, si jamais il dit ça... En fait, tout est fait, calculé en fonction de ce qui est attendu. Par peur. Par peur. Voilà. Elle est là, la dépendance. Voilà, t'as peur des représailles. Aussi. Tout va ensemble. Des c'est-à-dire mots, de la souffrance que tu vas ressentir si tu fais la bêtise et que ça se passe mal. Alors, tu parles d'énergie du départ. Vu que tu parlais d'énergie avant, est-ce qu'il y a un lien déjà entre ce lien énergétique, mais l'énergie que tu essaies d'insuffler aux femmes aussi? Les femmes qui arrivent, que tu rencontres, elles ne sont pas parties encore? Il y en a qui ne sont pas parties, il y en a qui sont parties qui ont peur de retourner, il y en a... Mais d'ailleurs, le vocabulaire est le même. J'ai peur d'y retourner, j'ai peur de retomber. Enfin, on a l'impression qu'elles parlent de leur bouteille ou d'une drogue alors qu'elles parlent du père de leur enfant, quoi. Tu vois ? Et c'est assez... Une fois que tu le vois comme ça, c'est assez fou. Oui, mais de toute façon, moi, je le vois vraiment comme ça. C'est la même chose, exactement. Et j'ai l'impression que c'est honnêtement pire parce que disons que la bouteille, elle, ou la drogue, elle n'a pas son rôle à jouer. Je veux dire, en vrai, c'est toi qui vas la chercher, c'est pas elle qui vient te chercher. Et là, on a en face t'as une bouteille qui te parle, quoi. Une autre pathologie. Non, mais déjà que le monde nous parle, c'est-à-dire où qu'on aille, on a l'impression qu'on peut consommer. Mais j'imagine même pas ce que c'est d'avoir quelqu'un qui t'envoie. C'est comme si ta bouteille t'envoyait des textos, quoi. Pardon, je t'aime, je vais plus te faire la même chose. Tu vas voir, ça va être différent. Regoute un coup, cette fois, ça va être magnifique. Tu vas voir, cette fois, ça va être cool. Je te dis pas là. Alors, celles qui sont pas parties, donc, qu'est-ce qui se passe déjà pour parler d'elles? Alors, déjà, et là aussi, je dirais que c'est comparable à la gueule de bois. C'est-à-dire qu'elles sont tellement dans... Moi, c'est ce que j'appelle le petit vélo dans la tête. C'est-à-dire, mais tu te rends compte, il a fait ci, il a fait ça. Et voilà, et ça se passe comme ci. Et en fait, elles sont dans une logorée où elles répètent systématiquement ce qui arrive et le fait, mais c'est pas juste, hein, t'as vu, c'est pas juste. Hein. Et puis voilà, et je fais, oui, mais en fait, la solution ne va pas se situer à ce niveau-là. Puis ils arrivent à envoyer aussi des messages, des choses qui te mettent une haine en toi dont tu peux pas sortir. Voilà. Et donc en fait, t'es prisonnier de ta colère, de ton insuffisance, parce que tu ne suffis pas à t'en sortir, de ta culpabilité, de ta lâcheté. Et de ce sentiment où tu t'ancres dans un rôle de victime. Enfin, quand tu es là à vouloir dire c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste, tu te condamnes à être victime. Même si c'est pas juste. Ouais. En fait, c'est juste toi, quel positionnement tu prends par rapport à tout ça. Donc, entre cet état d'esprit et l'épuisement, enfin, moi, je sais que je me suis enfuie la dernière nuit parce que j'ai eu peur de mon épuisement. J'ai eu peur d'être tellement épuisée après cette dernière dispute que je pensais que je ne serais plus capable de porter mon bébé. Je me suis dit, je vais être tellement fatiguée que je vais la faire tomber.
Et que tout est parti en vrille parce que pour la première fois, je suis allée me cacher dans la salle de bain, je me suis enfermée pour dormir dans la baignoire. Je me suis dit, si je dors pas 2 heures, en fait, demain, il y a un drame. Et c'était ça, c'est-à-dire guidée par mon épuisement. C'est là que lui, il a ouvert avec un couteau, voilà, patati patata. Mais quoi qu'il en soit... Il faut écouter son épuisement aussi, donc. Mais en tout cas, il est omniprésent. C'est grâce comme à ça, immeuble. finalement. Voilà, c'est une immense gueule de bois. Et donc, ma psychiatre encore m'a dit, mais en fait, quitter une situation qui nous étouffe, qui nous ensevelit, c'est une question d'énergie. C'est marrant, tu parles d'étouffer, c'est encore la même chose. Hein. Bien sûr. T'as vraiment... c'est fou. Bien sûr. Il y a vraiment une histoire de moi, tout est lié à ça. Avec quand j'ai été violée, je t'en avais parlé, j'ai bégayé, j'ai été aphone. Voilà. Tout est lié à la voix, à la gorge. La voix, c'est la première des vibrations. Si tu peux pas vibrer par là, tu vibres plus. Les gentils et les méchants, moi, je trouve qu'on les reconnaît à la voix, en fait. Donc, guidée par ton épuisement. Guidée par mon épuisement, et je me suis dit... Pardon, excuse-moi. Ta psychiatre, elle t'a dit, si tu ne peux pas quitter une situation qui t'étouffe. Voilà, c'est elle qui me l'a dit. Le départ, se dire qu'autre chose est possible et le mettre en place, c'est une question d'énergie. C'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question d'imagination. C'est une question d'avoir la force de le faire. Et ça, c'est de l'énergie. Oui, parce qu'on oublie que la force... c'est de l'énergie, Einstein le savait. Bien sûr. Tout est énergie, donc quand on dit j'ai pas la force... C'est juste que tu n'as pas l'énergie. En tout cas, tu n'es pas dans cette énergie-là, dans ce mouvement-là. Et le mouvement, c'est de l'énergie. Bah oui. Ça aussi, E égale Tout MC2, énergie, c'est ça. De toute façon, c'est ça, exactement. Donc, et tu parlais de légèreté, etc. C'est pas pour rien que E égale MC2, c'est-à-dire c'est une question de poids, de mouvement, de vitesse. C'est ça, l'énergie. Donc, c'est pas mon poids à moi, mais c'est quel poids je donne aux choses. Quel poids tu portes. Quel poids tu portes, sur quoi je mets le focus dans ma vie. Et donc, je donne du poids, de l'emphase à telle ou telle chose ou pas. Et ça, il n'y a que toi qui décides. En fait, voilà, c'est ça l'énergie. C'est comment je mets en marche ma machine à moi pour prendre de la vitesse vers le départ. Et c'est que de l'énergie. Mais encore une fois, c'est de la physique. Quand on parle d'énergie cinétique, pour les gens qui ont fait de la physique, moi, c'était pas ma spécialité, mais l'énergie, c'est ça. Tu sais que, par exemple, si tu fais du ski, tu veux faire du ski, plus tu vas être lourd, plus tu vas avoir tendance à dévaler plus vite. Plus tu vas... Et en plus même temps, tu vas l'image, elle est parfaite. Voilà. Plus tu es lourd, plus tu dévales plus vite. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de cette lourdeur. D'accepter de s'ancrer. Je veux dire, les personnes qui ont connu l'anorexie, c'est est-ce que je veux être là ? Ou est-ce que je veux pas être là ? Est-ce que je veux qu'on me voit ? Je veux disparaître. Je veux être léger. Je veux pas peser. Je veux pas alourdir la vie des autres. Je veux pas... Tout ça est lié, en fait. Et donc, moi, psychologiquement, je l'ai compris comme quel poids je mets sur ce qui compte pour moi. Et quel poids je donne à ses reproches à lui. Quel poids je mets pour moi. Et quel poids je donne à tout ce que je fais pour lui. Et à partir de ce moment-là, j'ai inversé le poids de mes priorités. Tu as inversé la force. Voilà. Mais c'est... En fait, on a l'air d'être tarés, mais c'est pas pour rien que les plus grands physiciens virent vers la spiritualité. Enfin, je veux dire, moi, le premier livre que j'ai lu sur les vies passées, c'était celui de Patrick Drouot, qui est un grand physicien à la base, qui a étudié la physique quantique et qui s'est dit c'est plus possible en fait d'enfermer tout ça dans des théories. Aujourd'hui, il y a Philippe Guimond, moi, que j'adore. C'est exceptionnel. Aujourd'hui, enfin, on a des scientifiques qui te disent même que c'est encore moins possible de ne pas y croire quand tu sais tout ça. Voilà. Einstein le disait très bien. Einstein c'est impossible le disait très bien. Mais c'est de la physique quantique ce qu'il fait. Ouais. Et bon, voilà, moi, ma théorie à moi, et d'ailleurs, je ne suis pas la seule à le penser, c'est que la physique quantique, c'est une traduction physique de la Genèse. C'est-à-dire que soudain, tu te rends compte que quand un électron, tu l'observes, il n'a pas le même comportement qu'un électron que tu n'observes pas. C'est-à-dire, comme par hasard, quand on me voit, j'irradie autrement. Voilà, le sentiment d'être vu, d'être entendu,
te donne une position différente dans l'existence et une trajectoire différente. Waouh! Et donc, on a eu besoin de la physique pour nous le dire. Et d'un chat dans une boîte. Le chat de Schellinger. Non, mais tout ça est passionnant, Sarah, mais ça sera pour le podcast. Donc, les veilleuses. Les veilleuses. 7 ou 8. Les veilleuses, parce que là, tu dois aider celles qui n'ont pas encore, justement, parce que là, tu as vu des thérapeutes, tu as fait tellement de choses, et puis tu as une intelligence aussi innée, tu as quelque chose de très puissant. Ouais. Mais oui, mais que tu l'as tellement... Tout le monde ne dirait pas ça. Mais tu l'as tellement étouffé, ça s'est tellement étouffé que, évidemment, tu n'as pas pu en prendre conscience. À partir du moment où ça se libère, d'un coup, il y a tout qui jaillit, et moi, en tout cas, je le ressens, et ta compréhension, elle est phénoménale, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui arrive à comprendre tout ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'en est pas là? Voilà, mais quand on n'en est pas là? Oui, alors quand on n'en est pas là, déjà, l'énergie, on peut commencer à la travailler tout seul. Voilà. L'énergie et le fait de partir, le fait de se dire qu'autre chose est possible, c'est conditionné à 3 choses. C'est conditionné à un environnement. C'est-à-dire, est-ce que je mets autour de moi les jalons qui font que j'ai mon espace de sécurité? Ça peut être des personnes, ça peut être des repères, ça peut être des livres, ça peut être plein de choses. Comment je fais ma bulle de sécurité? Ça va être des modèles. Moi, par exemple, les personnes qui font le test « Suis-je victime de violence ?» je leur dis, vous savez, vous pouvez lire le livre « 125 et des milliers ». Il y a 125 étoiles à l'intérieur. Moi, j'ai trouvé mon guide d'une certaine manière, mais vous pouvez en trouver d'autres. Donc, avoir des modèles, avoir ce sentiment qu'il y a quelqu'un d'autre au-dessus qui tient à ce que tu t'en sortes. Ça, c'est le principe de la puissance supérieure. Exactement. Dans les programmes des Alcooliques Anonymes. Mais du coup, dans le programme des Alcooliques Anonymes, moi, je dis, il y a le livre 125 et des milliers, choisissez votre étoile. Celle où vous pensez qu'elle vous ressemble. Et puis, vous vous dites qu'elle n'a pas eu la chance de s'en sortir et que peut-être c'est elle qui veille sur vous parce que vous êtes importante. Voilà. Il y a enfin le fait d'avoir un projet. Comment tu penses que ta vie rêvée pourrait être? Et du coup, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que c'est juste de vivre dans un endroit où il n'y a pas de bruit? Est-ce que ça implique de tout simplement être capable de partir? Et puis le projet peut changer, mais en tout cas, il y a ces 3 aspects-là. Un environnement, un modèle, un projet. Et ensuite, comment tu fais de toi quelqu'un qui va être capable de trouver cette énergie pour pouvoir passer à autre chose, pour sortir de cette espèce de où t'es hypnotisé en fait par la violence. T'es hypnotisé par ce que tu vis, tu n'es plus capable de te rendre compte. Sortir du sommeil, en tout cas déjà. Sortir de la gueule de bois. Voilà. Sortir de cette gueule de bois. Ça, c'est le premier move, en tout cas, qui va en amener d'autres. Voilà. Et donc, il y a ce parcours en 12 actions. Alors, tu peux tout à fait rentrer dans les veilleuses sans le faire. Mais d'ailleurs, c'est comme aux Alcooliques Anonymes ou quoi que ce soit. Avant de commencer à faire le parcours, tu peux faire plusieurs années de réunions où juste t'es avec les autres. En tout cas, voilà, ça existe. Il y a une seule condition pour appartenir, c'est le désir d'arrêter de consommer. Donc, je pense que c'est déjà un bon début. Le désir de vouloir s'en sortir. D'arrêter de subir de la violence. Voilà, d'arrêter d'être une victime. Voilà, c'est déjà beaucoup. Et d'ailleurs, toutes le veulent parce qu'en fait, ce que ne supportent pas les victimes, c'est d'être des victimes. Oui, c'est ça. Et en même temps, au fond, il y a aussi une victimisation parfois qui engendre la violence, quoi. Bien sûr. C'est un échange d'énergie, quoi. C'est des échanges d'énergie, des failles narcissiques. C'est ce que moi, j'appelle le continuum des violences. En fait, tout ce qui abîme l'estime de toi fait de toi une proie. Il y a cette image que j'aime bien, parce que évidemment, on dit toujours il faut donner les numéros d'urgence, etc. Je dis mais non, en fait, le problème, c'est que c'est bien trop tôt, ça, dans le parcours. C'est comme si tu étais sur une rive où c'est l'enfer, qu'on te dit ah mais tu sais, en face, c'est extraordinaire, c'est génial. Regarde, va déposer plainte, tu fais ça, c'est super. En face, tu déposes plainte. En face, t'as le nouvel appart. En face, t'as la nouvelle vie. Sauf que tu sais pas nager, t'as pas de bateau. Et que personne t'explique comment nager. Et ben moi, je dis, en fait, je te propose de t'apprendre à nager. Ou en tout cas,
de te rendre compte que ce qui te manque, c'est que tu ne sais pas nager. Et donc, peut-être d'aller te trouver ton prof. Ou peut-être de te montrer comment trouver des vidéos pour faire un radeau. Mais en gros, que tu sois active dans le fait d'identifier ce qui te manque pour atteindre l'autre rive. Et il y a la notion d'aide qui est très importante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y arriver seul aussi. Même si ça doit venir de soi, c'est pareil pour les alcooliques anonymes, c'est vraiment un dépendant qui aide un autre dépendant. C'est ça la notion qui est très forte aussi chez les veilleuses. C'est une femme qui a subi ça, qui en aide une autre qui a subi ça. Exactement, c'est un système de pair, en fait, P-A-I. Oui. Et moi, ce que j'aime bien dire... parce que souvent, comme beaucoup, j'ai un problème avec le fait de recevoir de l'aide. Moi, j'aime bien dire qu'on aide à s'aider. On aime les femmes à s'aider, on aime les hommes à s'aider, on aime les victimes à s'aider elles-mêmes. Et c'est très important. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que tu peux rendre facilement aussi. Et donc oui, quand tu arrives dans cette communauté, on t'attribue, moi, ce que j'appelle un binôme de cheminement. Et tu as le parcours que tu peux faire ou pas, et qui sont en réalité des enseignements assez basiques pour qui se cherche. En fait, le problème, c'est que quand tu vis des violences, tu n'as pas tellement le temps de te chercher, à moins de vraiment mettre une stratégie en place. Mais en gros, déjà de la méditation de pleine conscience, les salutations au yoga, les salutations au soleil, pardon. Mais au yoga aussi, on le salue. Oui, je le salue. C'est rien du tout une salutation au soleil. Moi, je les faisais même sur le trottoir avant de rentrer chez moi, tu vois. Sauf que t'en fais 5, t'es plus la même personne. Tu veux dire, tu le faisais avant de rentrer chez toi quand il était là ? Ouais. Ah ! Je le faisais dans la rue. Parce que t'avais pas le droit de faire ça, bien sûr. Ah bah moi, j'avais pas le droit de transpirer dans l'appartement. Donc comme ça, tu vois, pendant tout le confinement, les premiers jours, j'avais fait du sport. Le confinement, je veux même pas en parler. Bref. Pour des personnes... Voilà, ouais. Donc non, mais ça, si tu veux, tu sais... En fait, quand tu le fais, que 5 salutations au soleil, c'est même pas 10 minutes. Enfin, tout dépend de ton rythme, et tu n'es pas la même personne. Voilà, ensuite. Tu as réveillé une énergie, tu vois la journée autrement, donc tu le sais, tu le vis dans ta chair. Mais il y a un truc aussi qui est, par rapport au yoga, je trouve, le renversement, tu vois. C'est-à-dire que c'est vraiment quand on a l'habitude de faire toujours les choses de la même façon et d'obtenir les mêmes résultats, et que, voilà, c'est ça qui crée la folie, de voir les choses sous un prisme différent. Le yoga, de toute façon, pour moi, c'est pas un sport du tout, c'est une philosophie. Et c'est-à-dire que quand je me mets 5 minutes sur la tête le matin, déjà, si je suis pas dans une bonne disposition, je vais l'être obligatoirement, quoi. C'est-à-dire, ça me permet d'un coup de voir la chose d'un autre angle. Et je trouve que, alors, on n'est pas obligé d'être sur la tête parce que c'est pas forcément facile, mais juste de faire un renversement, une déposition qui renverse la tête, qui mette la tête plus basse que le bassin, quoi. J'emploie ces termes exactement. Et c'est un renversement de vision, surtout. Tout à fait. Et le yoga, il y a ce truc-là aussi de trouver le confort dans l'inconfort que je trouve très fort. C'est-à-dire qu'il y a des postures, quand j'étais vraiment pas dans la philosophie, j'étais « Ah, c'est dur !» Et aujourd'hui, il y a plus, c'est pas dur, c'est juste c'est marrant, là je sens que je souffre ici, je souffre là, j'arrive pas à tenir mon guerrier, tout ça. Et en fait, d'un coup, juste en respirant et en te rendant compte qu'il y a un confort possible dans l'inconfort, tu peux rester. En fait, ce que j'aime, et moi je le résume, je pense exactement comme toi, c'est que on t'oblige à ne plus être dans le pourquoi, mais dans le comment. C'est-à-dire que, ok, c'est pas aïe, 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 ça fait mal, mais au secours, pourquoi je me fais là-dedans, etc. Les gens disent, mais pourquoi j'y arrive pas, moi ? Pourquoi j'y arrive pas et pourquoi je me fais ce genre de truc ? Ou alors ceux qui te disent, mais moi, je peux pas faire du yoga, je suis pas souple. Voilà, exactement. Ok, donc là, ça fait mal. Donc en fait, si je contracte par ici, ok, là, ça libère par là. Donc en fait, je vais continuer et tu es dans la recherche du comment je fais. Oui, comment adapter. Exactement. C'est donc que de l'adaptabilité. En fait. Et moi, je trouve que c'est de la compréhension physique de la philosophie de la vie. Tu vois, voilà, tu n'es pas dans le pourquoi j'ai mal, mais ok, comment je peux jouer avec mon corps pour plus avoir mal ici ? Et en fait, tu te rends compte que tout s'explique, que une contraction n'est possible que si tu as un relâchement du muscle antagoniste. Donc, en fait, si t'es pas souple, c'est que tu contractes pas bien. C'est pas que t'es pas souple, c'est que tu contractes pas bien. Ouais. Alors, où est-ce que je dois contracter pour être souple ici ?
C'est-à-dire que si tu n'es pas souple sur les muscles à l'intérieur des jambes, par exemple, c'est peut-être que tes fesses ne contractent pas bien. Mais donc, tu vois les choses autrement. Et puis, il y a aussi le fait de faire sa propre posture. Qu'est-ce qui est la bonne posture, la posture juste, c'est celle qui est juste pour toi. Exactement. Et c'est-à-dire, dans les autres sports, on veut toujours essayer de faire comme l'autre en face, comme le prof, ta posture, ton arbre, il va pas ressembler à l'arbre de ton prof, et c'est ton arbre, en fait. Et il y a vraiment je fais avec mon corps. Et puis, moi, je me suis rendu compte quand on m'a enlevé un sein, quand même, donc, et puis surtout les ganglions après le cancer du sein, et je ne pouvais plus du tout bouger mon bras gauche et faire les mêmes mouvements. Et si j'avais fait un sport rigide, j'aurais abandonné, je pense, j'aurais dit, je peux plus le faire. Et là, en fait, c'était justement comment je vais adapter le yoga à cette immobilité-là, tu vois. Et en fait, finalement, j'ai retrouvé la mobilité. Alors que dans un autre sport, je n'aurais pas pu. C'est exactement ça. Bon, de toute façon, le yoga, pour moi, il a été créé pour ça. Et au-delà de tout ce qu'on imagine, que ça fait des muscles et un beau corps, tant mieux au cas où. Mais c'est surtout une philosophie, une aide monumentale. Et c'est surtout ce qui te permet d'accéder aussi souvent à la méditation. Moi, je médite après le yoga, parce qu'avant, j'y arrive pas. C'est de la méditation en mouvement, en fait. Parce en plus, tu médites. Pas, oui. Voilà, en fait, la méditation, c'est quoi ? C'est un rapport au souffle, c'est un rapport à son intériorité. Bon, quand tu es en train de douiller, à faire des trucs et que tu as mal et machin... Tu penses pas à tes courses. Voilà, tu penses pas à tes courses, ou en tout cas, sinon, tu te casses la gueule. Et du coup, la vie te fait comprendre qu'il faut pas... faut accepter la pensée, mais la laisser circuler. C'est fou. Et donc, voilà, c'est un apprentissage physique. Tu parles du souffle aussi, il n'y a pas que le yoga, donc bien la respiration consciente, carré, tout bien ça. C'est ça, la marche. Moi, j'aime bien la marche afghane. Tu marches sur 4 temps, tu inspires sur 4 temps. En fait, 5 minutes de ça suffit. Tout ce qui fait que tu es là pour toi. Voilà. Que tu t'observes, que tu apprends à observer comment tu fonctionnes. Voilà. Et tu peux pas être ton propre allié si tu sais pas comment tu fonctionnes. Ah oui. Donc, il y a ça, mais il y a aussi le fait de se trouver des repères. Je ne vais pas te faire les 12, hein, mais tu vois, mais je veux exemple, bien que tu me dises un peu une ou deux qui te touchent particulièrement dans les 12 actions. Ouais. J'aime bien parce que c'est des actions et ça, c'est chouette. Ouais. Il y a, moi, par exemple, une action qui m'a été un peu dictée par ce qui s'est passé pour moi quand je suis arrivée chez mes parents, donc après m'être enfuie, etc. Ce qui m'a le plus perturbée, c'est cette impression d'avoir trahi la petite fille que j'étais. Parce qu'il y avait des photos de moi petite partout et que moi petite, j'étais persuadée que ce serait comme papa-maman, que je me marierais, que j'aurais 3 enfants et que je partirais en vacances à la mer. Et bon, ma vie ne ressemble pas du tout à ça, et d'ailleurs toujours pas. Et donc, j'étais très mal à l'aise de voir les photos de moi petite parce que pour moi, c'était terrible. Et ma psy m'a dit, il va falloir vous réconcilier avec votre enfant intérieur. Et je ne savais pas comment faire ça. Et j'ai écrit à la petite Sarah, que j'appelle Croquinou. D'ailleurs, c'est le nom d'un des chapitres de 125 et des milliers. C'était mon surnom petite. Je lui ai écrit pour lui dire que, certes, j'étais désolée, mais que j'étais surtout désolée de l'avoir oubliée. Parce qu'en me traitant comme ça, c'était elle que j'avais maltraitée, que j'avais pas entendu ses appels au secours en moi, et que désormais, c'était fini et que je serais toujours là pour elle. Et ça a eu un effet totalement dingue. Et donc, je conseille systématiquement aux veilleuses d'écrire une lettre à leur enfant intérieur. Mais il y a des révélations folles, des mémoires traumatiques qui se réveillent, et un sentiment immédiat d'avoir comblé quelque chose à l'intérieur. Le pardon ? Voilà, tu pardonnes à l'adulte que tu as été d'avoir délaissé cet enfant et du coup, tu es en accord avec toi-même. Donc en fait, tu deviens ta propre veilleuse. Exactement. Exactement. Mais c'est pas pour rien qu'on appelle ça les veilleuses, c'est une petite lumière. Donc, c'est une petite lumière à l'intérieur que tu rallumes. Et donc ça, voilà, c'est une des actions qui est très importante. Donc si elles n'y arrivent pas, je leur dis, allez chercher une photo de vous petite. Une qui vous inspire, vous savez pas pourquoi celle-là, elle est importante. Puis comme par hasard, un coup sur... quasiment à tous les coups, c'est le lendemain où il s'est passé quelque chose de dur dans la famille, c'est... Voilà, mais en fait, on a l'impression que c'est magique, mais c'est toujours pareil, quoi. J'ai beaucoup de mal avec l'idée d'enfant intérieur
Et pourtant, quand je pense à la petite Keren, j'ai toujours envie de pleurer. Donc je me dis, il y a quelque chose à faire. Bah, cherche la photo. Ce qui est assez drôle, c'est que chez moi, j'ai mis, je ne sais pas pourquoi, j'ai mis des photos de moi petite dans des cadres. Et on me dit, ah, c'est ton fils petit. Je dis, non, c'est moi. Et tout le monde trouve ça hyper bizarre. Mais en fait, tu ne mets pas des photos de toi bébé, tu mets des photos de ton fils, tu vois. Et en fait, non, c'est moi que j'ai envie de... Je sens que j'ai quelque chose à lui dire. Et à chaque fois que je regarde ces photos-là, j'ai envie de pleurer. Et je vais essayer. Et c'est sûrement elle qui t'appelle. Ah bah si tu savais. Non, mais c'est... Elle m'appelle beaucoup trop. Elle crie. J'aime bien ce que vous êtes crie trop fort, je n'entends pas ce que vous dites. J'ai entendu l'autre jour, c'est joli. Très beau. Donc je pense que ce qu'elle crie trop fort et que je parle énormément pour la faire taire, en fait. Je me suis toujours demandé qu'est-ce que j'ai voulu masquer en parlant autant. Mais je sais qu'on a déjà atteint totalement... l'horaire fatidique de l'heure. Hein. Je voudrais... Bon, alors, du coup, on va quand même passer sur ce test. Non, mais suis-je victime de violence? Donc, il y a ce test-là qui est important quand même de pouvoir aller faire parce qu'il y a des gens qui se rendent même pas compte qu'ils sont victimes de violence. C'est comme les tests, est-ce que je suis alcoolique? Est-ce que je suis... Voilà, et donc je voulais un test, justement, c'est quand même une addiction spécifique, donc ça peut pas fonctionner que par des évaluations factuelles. Enfin, je veux dire, chez les alcooliques anonymes, on va te demander combien tu estimes que tu bois de verres par jour, sachant qu'on multiplie toujours par 10. Voilà, c'est factuel, en fait. Sauf que le contrôle coercitif, ça ne s'évalue pas de manière factuelle. Oui, tu peux évaluer des blessures physiques, mais souvent, c'est pas le quotidien des victimes. Donc, j'ai essayé de tourner la chose pour que ce soit recevable, notamment où je ne demande jamais, en tout cas pour tout ce qui concerne les violences psychologiques, de juger ni d'évaluer l'agresseur. Je demande en revanche, est-ce que par peur de la dispute, il t'est déjà arrivé de renoncer à une sortie? Est-ce que par peur de la dispute, il t'arrive de faire ci? Et là, en fait... Et là, ça va. Ça va. Est-ce que tu te rends compte qu'il y en a qui pensent encore que ça peut être elle le problème et qui pensent qu'elle le mérite? Il y en a beaucoup. Bien sûr, parce que, encore une fois, c'est une relation qui est totalement tordue, mais qui est pas, si tu veux, une fois que t'as accepté que le point de départ était absurde, le reste du raisonnement l'est, mais tu t'en rends plus compte. Enfin, je veux dire, moi, voilà, le père de ma fille, il était d'accord pour qu'on ait notre enfant si j'acceptais une dizaine de règles. Les règles étaient totalement débiles et injustes et violentes, sauf que je les avais acceptées. Donc, quand je désobéissais, j'étais effectivement en tort puisque j'avais désobéi aux règles et que pour quelqu'un qui a un énorme surmoi, qui a un rapport à l'autorité compliqué, effectivement, je suis en tort, je le mérite, j'ai désobéi. Mais t'es tellement soumise que tu penses même pas à interroger la valeur de la règle. Alors que ce qui est fou, c'est de mettre des règles pour garder un bébé, comme le fait d'avoir le droit de voir ta maman. Tu vois, moi, j'avais pas le droit d'aller... Ma maman n'a jamais pu monter chez moi. Ma mère n'a pas pu repasser une deuxième fois à la clinique parce que la règle, c'était on vient voir l'enfant une fois, 15 minutes quand elle naît et plus, pendant un mois. Bon, ça, on n'en a pas parlé dans le premier épisode, mais c'est quand même assez fou que tes parents ne se soient pas manifestés plus tôt. Ils ont essayé. Bon, tout ça, c'était avant. Voilà, c'est... bien sûr là, on est dans le comment, pas dans le pourquoi. On est dans le comment, puis je l'ai raconté beaucoup ailleurs. Pardon, les gens iront écouter parce que je pense qu'après les 2 épisodes, on a envie de tout... J'ai pas eu le temps encore de le lire, en plus, le dernier que tu m'as offert de livre. T'inquiète pas, ce sera fait cet été. Il y a aussi cette idée de chambre à soi, hyper importante quand même, parce que quand les femmes vont porter plainte, elles ont peur de porter plainte et de rentrer chez elles. Dans 40% des cas, la question de l'hébergement est fatale, puisqu'on dit ok, je pars, mais pour aller où? Et effectivement, je voulais monter une à une des chambres à soi, et puis j'ai eu cette idée de me dire si je commence à vouloir sauver chaque femme, ça va me prendre un peu plus d'une vie, je pense. Donc il va falloir trouver un moyen d'impacter plus vite, plus fort. Et c'est là que m'est venue l'idée de ce label, qui est un label RSE, donc pour les entreprises, qui me permet d'abord, à travers une 40aine d'actions que je soumets aux entreprises qui ne leur coûtent quasiment rien, mais qui sauvent des vies,
de protéger les collaboratrices et collaborateurs. Les actions, c'est genre autoriser des salariés à aller porter plainte sur le temps de travail. Parce que, en fait, t'as jamais 3 heures pour aller porter plainte quand t'es fliqué le week-end. Ouais. En revanche, quand t'as l'excuse d'être au travail, ça change tout. Ne pas verser Pour les hommes aussi. Ouais. Il y a aussi Tu as des ouvert, hommes victimes. tu as ouvert Bien ça, sûr. les veilleuses sont ouvertes aux hommes Ouais. aussi. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a aussi Il y des en a. hommes victimes. Et puis souvent, tu te rends compte que c'est le même schéma, que c'est vrai que quand tu as assisté à de la violence entre tes parents, un tiers des enfants deviendront victimes, un tiers deviendront bourreaux, qu'ils soient filles ou garçons. Oui, oui, Donc tu nous l'avais souvent, des hommes victimes ont eu des mamans qui étaient victimes, etc. Donc voilà, moi je Toi, tu veux briser le cycle, en fait. C'est aussi ça. Je veux Bien dire, sûr. le but, c'est de C'est de pas que briser ça se ce cycle. reproduise encore et encore. En fait, là, il faut arrêter de voir les violences uniquement sur un prisme horizontal, c'est-à-dire il y a les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, parce que déjà, il y a aussi la question du transgénérationnel et ce que moi j'appelle le vertical, c'est-à-dire que tu hérites de quelque chose et tu transmets quelque chose. Donc, à partir de ce moment-là, en faire une guéguerre des sexes, c'est stupide. Aussi, moi, je considère qu'en fait, il y a les gentils et les méchants et que c'est pas forcément des femmes et des hommes. Voilà. Mais j'ai une dernière question, enfin j'en ai beaucoup plus, mais pour finir, la question de la drogue et de l'alcool, elle est présente aussi chez ces hommes, et je veux savoir chez ces hommes souvent, je crois, et chez les femmes, est-ce qu'elles se réfugient aussi, est-ce qu'elles arrivent avec beaucoup de médicaments, beaucoup de choses Bien sûr, et c'est pas à toi que je vais apprendre que les addictions se nourrissent. Donc évidemment qu'il y a des problèmes, et moi c'est ce que j'appelle finalement les féminicides indirects, qui sont vrais à la fois pour les agresseurs au féminin comme au masculin, hein. C'est-à-dire que les coupables ou les présumés coupables, les personnes violentes sont aussi le résultat d'une histoire de violence, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que moi, quand je vais en prison parler à des récidivistes, j'ai affaire qu'à des hommes qui ont été abandonnés, enfants, castrés, humiliés, enfants, violentés, enfants, agressés sexuellement, enfants. Dans les salles narcotiques-anonymes, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Mais vraiment, parfois, Donc, je me demande pourquoi je suis là, je fais mes recherches, mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Donc, et encore une fois, on n'est pas responsable d'être malade, d'avoir des troubles, on est responsable de ne pas se soigner. Hein, c'est là la différence. Quoi qu'il en soit, ce qu'on cherche à combler à travers des addictions, c'est toujours cette faille narcissique, cette blessure narcissique qui est à l'intérieur et qui crée une plaie béante. Et c'est ça, le vide, c'est la plaie béante. Et donc, forcément, les agresseurs vont tenter de combler ça avec des addictions qui, malheureusement, extrapolent les souffrances et la violence. Et les victimes, qui elles-mêmes répondent à ce schéma parce qu'elles ont la même béance, vont chercher à combler cela par des addictions aussi, que ce soit à la bouffe, à la clope, à l'alcool, etc. Qu'est-ce que tu vois le plus ? Pour les femmes, c'est évidemment la bouffe, la clope. La bouffe, la clope. Ouais, la clope. Tout ce qui est l'oralité. Hein. Voilà. Et tu étais juste en train de terminer avec, je ne sais pas si tu avais fini, mais avec ce label. Oui, c'est donc important. le label. Comme ça, on peut voir ce que tu. C'est hyper concret, en fait. Oui, c'est hyper concret. Donc, il y a aujourd'hui, en fait, c'est plus que 40, il y a 50 actions que je propose aux entreprises pour qu'elles les mettent en place en interne, ce qui ne leur coûte quasiment rien, puisque c'est des actions de bon sens, il faut juste l'avoir vécu. Et je propose ensuite aux entreprises de les accompagner pour mettre leur secteur d'activité au service de la cause. Et par exemple, peut-être que tu as entendu parler de la nouvelle clause d'AXA. Donc ça, en fait, ils avaient eu cette idée, ils ne savaient pas forcément si la manière de la mettre en place était juste, etc. Donc j'ai travaillé 1 an avec les équipes et je leur ai donné finalement le mode opératoire des chambres à soie. Je leur ai dit, voilà ce qu'il faut en fait. Ah oui, on en était là, d'accord. On en était là. Et donc, pour moi, la manière d'avoir déployé les chambres à soie, c'est d'avoir utilisé mon label pour avoir un impact beaucoup plus fort, beaucoup plus grand, et là tout de suite maintenant. C'est incroyable. Donc tu te dis, il y a 270 000 plaintes pour violence par an. Dans la moitié des cas, le problème, c'est le logement. Moi, toute seule, avec mes petites chambres à soie, je ne vais pas y arriver. Mais si du jour au lendemain, j'ai AXA, qui, lui, peut dégainer 150 000 accompagnements par an, c'est réglé. Donc aujourd'hui, je me bagarre pour que les autres compagnies d'assurance s'alignent et qu'on en fasse une norme de marché et non pas une initiative géniale d'une seule compagnie d'assurance. Mais j'ai des projets comme ça avec plein d'autres entreprises. Par exemple, avec Bash, on a fait une campagne qui s'appelle Together. Alors, il y a le t-shirt, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire qu'on a accroché dans toutes les cabines d'essayage de test avec un petit mot.
Et j'ai formé, à travers des vidéos, le personnel de vente à l'accueil de la parole et la redirection vers les veilleuses. Et donc, c'est une manière de changer complètement la prévention. Et c'est ce que moi, j'appelle l'aller vers. C'est-à-dire que c'est à la société d'aller vers les victimes et pas aux victimes d'aller chercher de l'aide parce qu'en fait, elles sont trop paumées pour le faire. Trop épuisées. Et trop épuisées. Donc, voilà. Et ça, j'invite toutes les autres marques à faire de même. Non, mais c'est incroyable ce que tu déploies. Ton énergie, cette énergie-là que tu as retrouvée, heureusement, pour beaucoup de femmes. Je pense que ta tâche ici-bas est l'aide, évidemment. De toute façon, il n'y a pas d'autre mot. Mais en plus, l'entrepreneuriat, je ne sais pas, moi, ça ne me viendrait jamais à l'idée de créer des choses comme ça, d'avoir ces idées-là et de les mener à bien. Écoute, si à ma petite échelle, un jour, tu as besoin de quoi que ce soit pour participer à ce projet-là que je trouve magnifique. Je serais ravie d'apporter mon aide ou mon soutien. Ça s'appelle le mouvement Safe Place parce que tout est mouvement et on a besoin de toutes les aides possibles parce que les violences sont partout. Parce que vous avez un lieu là, c'est ça, hein? On a enfin réussi à avoir notre Safe Place à nous et on a un grand projet pour ce lieu aussi. C'est merveilleux. Bon, écoute, j'espère que venir vous offrir un jour quelques chansons ou je ne sais quoi de ma personne. Je te remercie, je te félicite surtout. C'est moi, merci beaucoup. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La Mildeka anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast. C'est aussi un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose et de Contradiction.